Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au Grand Journal. L'opposition burkinabé a fait aujourd'hui le bilan de sa journée de protestation contre la mise en place du Sénat. Elle est revenue longuement sur les incidents de Ouagadougou. Pénurie d'eau dans plusieurs localités du Burkina où la saison de pluie s'installe difficilement. La situation était plus catastrophique ces derniers jours à Djibo dans le Soum où nos reporters ont constaté les difficultés des populations. La lutte contre les mutilations génitales féminines MGF mobilise le collectif Digia qui a organisé hier dans le Kénédougou une journée de solidarité et de mobilisation pour souligner de nouveau son engagement à gagner la bataille. L'heure est au bilan du côté de l'opposition burkinabé au lendemain de la journée de protestation contre la mise en place du Sénat au Burkina. Le chef de file de l'opposition a tenu ce matin une conférence de presse. Zéphirin Diabré, entouré de ses alliés, a tiré les enseignements de la marche de Ouagadougou, une manifestation qui n'est pas allée à son terme. Nyarkiteda, reportage. Le chef de file de l'opposition politique burkinabé, face à la presse, au lendemain de la journée nationale des protestations, Zéphirin Diabré évalue avec les hommes des médias les forces et les faiblesses de cette journée. À cette rencontre, l'opposition passe en revue tout le dispositif mis en place pour une marche sans casse, sans heurts et qui a connu une forte mobilisation selon Zéphirin Diabré. Cette mobilisation traduit une fois de plus leur opposition à la mise en place du Sénat et leur désapprobation vis-à-vis de la politique générale du gouvernement selon le chef de file de l'opposition et ses alliés. Si la manifestation s'est bien déroulée dans l'ensemble, les conférenciers ont cependant déploré la fin de la marche marquée par la charge des forces de sécurité sur les manifestants. Une situation qui a fait une vingtaine de blessés côté opposition, ont-ils poursuivi. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à leur souhaiter un prompt rétablissement. Pour le reste, pour nous, et je le dis ici, il faut qu'ils continuent à se comporter de manière disciplinée. Il faut qu'ils continuent à respecter les mots d'ordre. Ce combat, Zéphirin Diabré et ses camarades comptent le poursuivre dans la responsabilité pour faire de l'opposition burkinabé une opposition attachée aux valeurs de la démocratie et de la justice sociale. Le Burkina a présenté au dernier sommet du G8 un plan d'action pour accroître ses capacités pour la transparence dans les industries extractives. C'est pour parler de ce plan qui veut assurer la solidarité entre les générations et faire reculer la pauvreté que le ministre des Mines et de l'Énergie a animé une conférence de presse. Le point des échanges avec les journalistes avec Jacques Lamissa Tarpaga. Le Burkina Faso compte 8 sociétés de mines d'or en exploitation. Pour une meilleure gestion des ressources issues de ces mines, un plan d'action a été élaboré et présenté aux 8 États les plus riches du monde, le G8 à Londres. Il s'agit d'accélérer la transparence dans le secteur pour relever les défis comme le recul de la pauvreté et faire en sorte que les richesses d'aujourd'hui bénéficient aux générations futures. C'est de faire de telle sorte que le mieux-être des populations soit évident. C'est l'ensemble des richesses créées par notre pays. L'agriculture, l'élevage, les ressources minières qui vont nous permettre donc de réaliser l'ensemble de ces investissements-là afin que dans 25 ans, la priorité ne soit pas construire une école dans un village, mais peut-être faire autre chose. Quand vous regardez en Afrique, dans les pays en développement, les pays qui se sont lancés dans la constitution de fonds pour les générations futures, je ne suis pas sûr que ces fonds-là sont abondés. Une convention est d'ailleurs en vue entre la France et le Burkina Faso afin d'arriver à une mise en œuvre efficace du plan d'action. La coopération va porter sur des formations en matière de fiscalité minière, de l'activité douanière dans le secteur et la création d'un fonds de soutien à la recherche minière. Le syndicat national des travailleurs de la Sonabel a organisé vendredi et samedi son 5e congrès ordinaire. Le syndicat a placé son congrès sous le thème « Demain, quel syndicalisme à la Sonabel ?» Une préoccupation d'actualité pour faire le point des acquis de la lutte. Le congrès a permis aussi le renouvellement du bureau exécutif. Sié Sylvestre Da. Demain, quel syndicalisme à la Sonabel ? C'est sous ce thème que se tient le 5e congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs de la Sonabel, SNTB. 2 jours durant, les congressistes vont faire le point de leur lutte syndicale. Il s'agira de réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour que le SNTB puisse répondre véritablement aux aspirations des travailleurs de la Sonabel, un établissement public de l'État qui connaît en ce moment de sérieux problèmes techniques et financiers.
Il appartient à la direction générale de prendre son courage en main et de rassembler les travailleurs de la SONABEL pour véritablement discuter des problèmes. Je sais que le problème ne réside pas seulement à la SONABEL. Dire que ça réside seulement à la SONABEL, ce serait complètement une erreur. Parce que sur le plan politique également, il y a des actions qui sont menées qui mettent la SONABEL en difficulté. Et donc il faut une conjugaison des deux forces. Que du côté du gouvernement, il y ait des actions fortes à l'endroit de la SONABEL et qu'également au niveau de la SONABEL, mais les dirigeants puissent, avec l'ensemble du personnel, travailler. En termes d'acquis, le SNTB se félicite d'avoir contribué à empêcher la privatisation de la SONABEL. Il salue en outre sa bonne collaboration avec les syndicats frères au sein de la société, au Burkina et en France, représentés à ce 5e congrès. Nous avons plein de convergences qui nous unissent sur les finalités mêmes du syndicalisme, sur les pratiques mêmes syndicales. Nous convergeons avec des objectifs identiques et donc il était pour nous tout à fait naturel de répondre positivement à l'invitation du syndicat national des travailleurs. En attendant les conclusions de ce 5e congrès ordinaire, le bureau du SNTB souhaite une plus grande implication des travailleurs dans la gestion des affaires de la SONABEL et demande la tenue des états généraux de la société. Ce congrès verra le renouvellement des membres de l'instance dirigeante du syndicat national des travailleurs de la SONABEL. Les acteurs privés et les associations socio-professionnelles ne sont pas suffisamment impliqués dans la préparation des commissions mixtes de coopération. Fort de ce constat, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale a organisé à Koudougou un atelier sur la gestion des commissions mixtes. Il s'agissait de doter l'ensemble des acteurs d'outils de référence pour mener à bien leur mission lors des concertations bilatérales. Reportage à Koudougou, Yolande Lompo. Ces cadres des différents départements ministériels sont à l'école des commissions mixtes de coopération, condition sine qua non pour une bonne gestion des relations bilatérales. Il s'agira de doter les acteurs nationaux d'outils de référence afin de leur permettre de mener à bien leur mission de négociation dans le cadre des concertations bilatérales. La commission mixte de coopération est une formule de coopération que le Burkina Faso a adopté, comme certains autres pays, pour entretenir ses relations avec certains pays amis. L'objectif de cet atelier, c'est de faire comprendre davantage l'utilité de ces commissions mixtes et d'amener toutes les parties à contribuer à la bonne tenue de ces coopérations mixtes. En l'occurrence, nos partenaires privés. Nous avons pensé à partir de ce moment que le secteur privé devait être fortement impliqué dans tout ce qui concerne la coopération avec nos partenaires et les pays amis. Les échanges vont essentiellement porter sur la gestion des relations bilatérales dans le contexte contemporain et pratiques burkinabées en matière de commissions mixtes de coopération. Ces sessions de commissions mixtes et de comités de suivi se tiennent chaque année dans le but de déterminer les axes de coopération et de faire l'évaluation de la coopération avec les pays partenaires. Ce communiqué à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la conférence annuelle de gestion des ressources humaines placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans la salle des banquets de Ouaga 2000 demain lundi 1er juillet à partir de 7h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. Une académie de la société civile pour capitaliser les actions des acteurs œuvrant au renforcement des capacités en Afrique, principale décision prise à Ouagadougou, le colloque international Afrique Capacité sur la problématique du renforcement des capacités et la dynamique du changement social a planché autour de la question des ressources humaines et a abouti à cette décision. Reportage Maïmouna Traoré. Les participants à ce colloque sur la problématique du renforcement des capacités ont décidé à l'unanimité de la création d'une académie de la société civile, une initiative pour regrouper tous les acteurs œuvrant au renforcement des capacités en vue de mieux capitaliser leurs actions. Nous pouvons également citer les différents domaines d'intervention de l'Académie des ONG qui sera mise en place sur la base d'une initiative conjointe, notamment un espace référentiel de labellisation, un espace d'interface, un institut de capacitation des ONG et associations, mais aussi un espace de représentation pour la société civile. Cette perspective pour un changement social en Afrique est saluée par les partenaires de Diakonia et au plus haut niveau par l'État.
Nous ne pouvons que les féliciter et les encourager parce qu'ils essayent surtout de valoriser le capital humain, mais dans toutes ses formes. Parce que vous avez vu au niveau à la fois du diagnostic, mais surtout la construction des perspectives, ils sont vraiment allés très loin. Donc la banque est engagée vraiment à accompagner ce processus-là. Et donc nous allons continuer le dialogue pour approfondir la question et voir quelle est l'activité que la banque pourra financer et appuyer dans cela. Cette nouvelle approche de renforcement des capacités permettra sans nul doute de stimuler le potentiel des populations et rendre efficace le processus collectif de développement. Un atelier s'est penché sur les résultats d'une étude d'élaboration du plan de gestion environnementale et sociale PGS. La rencontre a regroupé le ministère de l'Environnement, la Banque africaine de développement et les organisations de la société civile. Le PGS vise à assurer la durabilité environnementale et sociale du projet de gestion participative des forêts classées. Yolande Lombo. Après les concertations menées dans les régions, l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet BAD se retrouvent pour prendre en compte les différentes recommandations. Cet atelier consiste à décliner le programme institutionnel, mais aussi le plan de gestion environnementale et sociale élaboré par la Banque africaine de développement dans le cadre de son projet. Un projet qui accompagnera les communautés à la base à travers une croissance inclusive. Une telle initiative, donc, à travers ce programme de gestion participative des forêts classées, entre tout à fait dans le cadre des priorités de la Banque africaine de développement, à travers sa stratégie décennale 2013-2022. Ce projet de gestion participative des forêts classées vise à une gestion, comme son nom l'indique, une gestion participative autant de l'État que des communautés bénéficiaires, des retombées ou du potentiel autour de ces forêts. Donc la banque, à travers un investissement d'environ 14 millions de dollars, va aider à justement valoriser ces environ 300 000 hectares dans cette perspective. Les régions du centre-ouest de la boucle du Moun, du sud-ouest et de l'est ont été identifiées à travers certaines de leurs forêts classées pour porter la dynamique du projet. Au niveau du Burkina Faso, le programme d'investissement forestier sera lancé en 2014 et environ 300 000 hectares de forêts classées seront couvertes sur les 5 années à venir. Depuis plus de 3 mois, la ville de Djibo, dans le Soum, connaît une sérieuse pénurie d'eau. C'est un véritable calvaire pour les populations qui veillent ou parcourent de longues distances pour avoir la denrée précieuse. Mais quelles mesures ont été prises par l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA pour soulager les populations de Djibo, elles qui multiplient les initiatives pour avoir de l'eau potable? Suivons ce dossier signé Nathalie Sabadogo. La ville de Djibo en proie à une pénurie d'eau cruciale. Nous avons constaté cette situation le mercredi 19 juin dernier. Cela fait 3 mois que ça dure. Tous les jours, c'est le même calvaire. La population fait des pieds et des mains à la recherche de cette denrée devenue rare. Partout dans la ville, les robinets sont à sec. Les fontaines publiques sont fermées. Il faut se lever à 5 heures ou plutôt à 4 heures du matin pour espérer avoir de l'eau à midi. Aujourd'hui, à Djibo, ici, on ne peut pas avoir plus d'une barrique. Si tu gagnes une barrique, si tu as des animaux à faire boire, vraiment l'eau, ça ne va pas suffire. Vous allez préparer avec quelque chose. Et puis, ce qui reste là, vous n'allez même pas pouvoir vous doucher. Aujourd'hui, on n'a pas de l'heure fixe. Ça peut venir à 9h. L'heure communiquée, ça se passe à... Ils ont dit à 9h, mais aujourd'hui, là, ça peut venir à 9h. 2 ou 3 barriques, c'est bon piser et puis ça va se couper. Les populations de Djibo ne savent plus à quel sein se vouer. Si le phénomène des pénuries est vécu chaque année, cette fois son ampleur dépasse l'entendement. On vit difficilement. Au niveau de la Sava, même souvent, on peut avoir 21 jours sans l'eau. On est obligé d'aller acheter en ville pour venir mettre dans les bassins. Bon, c'est que si depuis novembre, l'eau ne monte pas aux douches. Donc on est obligé de mettre dans les bassins pour que les gens enlèvent se laver. L'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, est la structure qui ravitaille la population de Djibo en eau. Avec 703 abonnés actifs et 22 fontaines publiques, la structure n'arrive plus à assurer sa mission auprès de la population. Le centre de Djibo,
est alimenté par des sources d'approvisionnement. Il y a d'abord les eaux souterraines, plus les eaux de surface. Les eaux souterraines, nous avons 11 forages d'un débit cumulé de 51 mètres cubes. Et puis, les eaux souterraines, 20 mètres cubes par heure. Les forages ont connu considérablement des baisses de débit. Vous prenez exemple, les 11 forages devraient nous donner 51 mètres cubes à l'heure. Actuellement, ils ne donnent que 30 mètres cubes à l'heure. On a une solution alternative au niveau à partir des eaux de surface. On a mis en place une unité compacte. Et malheureusement aussi, les barrages à Tari. Pour le moment, c'est le service minimum qui est assuré. L'ONEA a élaboré un programme de distribution pour faire face à la situation. Il y a un programme de rationnement qui a été mis en place, qui a été communiqué largement au niveau de la population. Et ce programme est fait par secteur. Par exemple, de 7h à 9h, on a le secteur 1, une partie du secteur 2. Côté population, c'est le système D qui marche. Pour remédier à cette situation, elle n'a qu'une alternative, aller s'approvisionner au barrage. Nous sommes au barrage de Djibo. Il est 6h du matin. Si Safiatou est là depuis 5h du matin à la recherche du précieux liquide. En tout cas, le problème d'eau à Djibo est crucial. N'eût été les puits au bord du barrage, nous ne savons pas où mettre de la tête. La barrique d'eau coûte 500 francs, alors que nous, pauvres, ne pouvons pas nous permettre d'acheter une barrique à 500 francs. Comme elle, ils sont nombreux chaque jour à venir puiser l'eau du barrage. Des jeunes sans emploi ont eu l'initiative de creuser des petits puits pour soulager la population. Ils se font au passage un peu d'argent. En décidant de creuser les puits ici, ça va un peu faciliter. Et en plus, nous aussi, on aura un peu de revenus comme on vend. Si c'est 1 ou 2 bidons ou les seaux, on ne prend pas l'argent avec les personnes. Si c'est une barrique, si c'est la personne même qui pise, il paye 150 francs. Si c'est nous-mêmes qui pisons l'eau pour mettre, c'est 200 francs. On peut avoir souvent 3 000, 4 000 par personne. Cette population consomme l'eau du barrage avec tous les risques que cela comporte. La situation est grave. Le maire de la commune est inquiet. L'ONEA est ravitaillée par des forages et ils ont sous-estimé la population au niveau de la ville. Et ce qui fait que chaque année, quand ils envisagent l'augmentation, il se trouve que la population est surpeuplée. Donc nous avons cette difficulté. Bon, nous en avons discuté et nous en avons fait part au gouverneur de la région. Et il se trouve que l'ONEA a réagi en amenant une machine pour prendre l'eau du barrage, pour traiter et accompagner avec ces forages. Mais comme le constatez, cette année, la saison a été très longue et le barrage même a tari. Donc la difficulté demeure. Il faut attendre en tout cas la saison. Il faudrait que le gouvernement en tout cas vienne aider les populations de la ville de Djibo par rapport au ravitaillement d'eau. Et la solution serait de faire un deuxième barrage à côté du premier barrage, qui est même un vieux barrage parce qu'il date de 1969 et il est ensablé. En attendant, la population de Djibo scrute le ciel en espérant que Dame Nature change la donne. Une situation similaire est vécue par les populations des Kaïn dans le Yatenga. L'eau potable est en cette période une denrée rare et sa recherche constitue un véritable casse-tête pour les habitants de cette localité. Entre difficultés de trouver de l'eau et espoir que cette situation sera bientôt résolue, c'est un reportage de Bangba David Kafando. Bienvenue à Kaïn, une commune rurale de 13 000 âmes située à 70 km au nord de Waïgouya et à environ 6 km de la frontière du Mali. Les femmes de Kaïn s'affairent pour l'obtention de l'eau nécessaire au ménage quotidien. Mais ici, la lutte pour la survie commence autour du puits.
Nous souffrons du manque d'eau. C'est pénible. Nous demandons de l'aide pour une eau propre. Un puits sans fin, profond de 75 mètres. La denrée est rare et s'en procurer très pénible. On s'y met à plusieurs et les mieux lotis se font aider par un âne rompu à la tâche. Sous ce soleil de plomb, la corvée eau s'exécute à plusieurs, à défaut d'avoir un âne ou un chameau pour la besogne. Le combat avec le puits est livré corps à corps. Les nez soumis à rude épreuve, bravant même tous les dangers. Les femmes finissent par triompher. La ressource est là. Mais l'eau potable, d'une main, point tu ne la prendras. Le problème de l'eau à Kain est quand même crucial. Pendant la saison hivernale, les gens sont obligés d'abandonner les puits au profit de l'eau des mares. Nous sommes confrontés, surtout en saison hivernale, à des problèmes de maladies diarrhéiques, de maladies parasitaires et de dermatoses. Nous demandons de l'aide pour avoir de l'eau potable et un moulin car cela nous soulagera énormément. Les femmes de Kain se remettent à la tâche. Très courageuses, elles espèrent ne plus avoir à braver ce puits, l'unique source en eau de leur localité. Le manguier, comme tout autre arbre, est attaqué par plusieurs maladies. Les plus connues étaient dues à la mouche du fruit et à l'anthracnose. Cependant, une nouvelle maladie a fait son apparition depuis 5 ans et cause d'énormes dégâts au Burkina. Il s'agit de la bactériose du manguier qui fait plus de désastres que les autres maladies. Avec Aadi Sandamba, allons à la découverte de cette bactériose. Nous sommes dans le verger de Sidiki Baro à Diri dans la province du Kénédougou. Ici, sur une superficie d'1 hectare, il y a une centaine de manguiers. Pour cette saison, aucune mangue n'a été récoltée et au dire des spécialistes, rien ne sera récolté. C'est ce qui se confirme déjà à vue d'œil. Autre localité, même réalité. De Orodara à Sifarasso, en passant par Koloko, dans tous les vergers où nous nous sommes rendus, la bactériose du manguier a semé le désastre. Une nouvelle maladie qui attaque les mangues, les feuilles, les branches et même le tronc du manguier. Et pour les producteurs, c'est une crise financière qu'ils traversent. En 2011, nous avons eu 800 000 francs CFA. L'année passée, c'était 750 000 francs CFA. Et cette année, avec la maladie, nous n'avons même pas eu 50 000 francs CFA. Les années antérieures, on n'observait pas une telle chute de mangue. Mais depuis un certain temps, on assiste à un pourrissement des mangues et le verger n'est plus rentable. Cette année-là, la maladie des fruits s'est accentuée et c'est une perte pour nous producteurs. Avant l'avènement de cette maladie, on pouvait avoir entre 2 à 3 millions de francs CFA de recettes par an. Mais aujourd'hui, on ne gagne pratiquement rien, même pas 500 000 francs sur la vente des mangues. Face à la situation, à l'Institut de l'environnement et de recherches agricoles INERA, les spécialistes du manguier seraient à pied d'œuvre pour mettre à la disposition des producteurs des produits efficaces. Nous essayons de voir quels sont les moyens de lutte qu'on peut mettre rapidement en œuvre pour contrôler la bactériose du manguier. Donc à l'heure actuelle, on a un certain nombre de produits qu'on est en train de tester présentement là. Et si ces produits s'avèrent efficaces, on les proposera à la production. Mais en attendant, c'est la sensibilisation qui est mise en œuvre pour limiter les dégâts. Nous avons essayé de former les producteurs pour qu'ils puissent connaître cette bactériose-là. Et nous leur avons donné des conseils sur les méthodes prophylactiques de lutte qui consistent à des méthodes sanitaires. Et ça, c'est très facile à faire. Et la bactériose, elle est plus difficile à guérir. C'est plus facile de prévenir son arrivée que de la guérir. Il faudrait détruire les fruits qui sont tombés. Il faudrait, après les récoltes, les branches séchées, les fruits qui restent, vous les enlevez totalement. Parce que si vous les gardez, ils hébergent la bactériose là-bas. Et quand il va pleuvoir, la maladie va revenir. Et à la question de savoir quelles sont les conséquences de la consommation d'une mangue atteinte de la bactériose sur la santé de l'homme, Dr Ouedraogo rassure.
Ce qui est sûr, personne ne va voir une mangue attaquée, pourrie, et tu vas consommer. Mais par mégarde, si vous consommez, vraiment, il n'y a pas de crainte à ce niveau-là. Découverte depuis 2008, la bactériose du manguier serait partout au Burkina Faso et même au-delà de nos frontières. Elle est rencontrée sur la plupart des variétés de mangue cultivées ici au pays des hommes intègres, notamment celles destinées à l'exportation. Et si rien n'est fait, ce serait peut-être un produit d'exportation de moins pour notre pays au regard de l'ampleur de la maladie. Un nouveau logiciel pour les données du ministère de la Santé. Le lancement de ce logiciel a eu lieu jeudi à Ouagadougou. Il devrait permettre d'avoir des statistiques fiables et récentes à partir de la collecte des données dans les districts et hôpitaux. Nathalie Savargo. Le ministère de la Santé innove dans la gestion des données sanitaires par l'acquisition de nouveaux logiciels. Et ces responsables de structures centrales et déconcentrées du ministère sont à l'école pour renforcer leurs connaissances sur le fonctionnement et l'utilisation du logiciel. Comment il fonctionne? En fait, nous avons à partir donc, des structures de santé, je veux dire les hôpitaux, les districts, en tout cas des responsables chargés donc, de saisir un certain nombre de rapports mensuels dans le système. Cela permet à tous les utilisateurs, notamment au niveau du ministère de la Santé, les partenaires, la population et un certain nombre donc, d'acteurs, de pouvoir accéder à ces informations en temps voulu et directement à partir donc, de l'Internet. Ce nouveau logiciel sert désormais comme support dans l'organisation de la planification, du suivi et de l'évaluation des activités du département. Le logiciel qu'on vient de lancer ce matin vise tout simplement à améliorer la situation donc, des statistiques, permettre donc une saisie des données au niveau local, au niveau régional, pour que nous ayons des statistiques beaucoup plus fiables, mais surtout des statistiques récentes pour une meilleure prise de décision, mais aussi pour l'information des populations et de l'ensemble de nos partenaires sur les avancées que nous avons en matière de lutte contre les différentes maladies. Et pour l'installation de ce logiciel, les autorités ont bénéficié du soutien des ambassades des Pays-Bas et de la Suède. La cérémonie de lancement a été une occasion pour le premier responsable en charge de la santé d'inviter les bénéficiaires à une bonne utilisation de ce logiciel afin de permettre au ministère d'actualiser les données par des statistiques fiables et récentes. Le collectif Djiguia, qui regroupe une centaine d'associations féminines, est toujours sur le pied de guerre contre les mutilations génitales féminines. Hier samedi, il a organisé à Tine, dans la commune d'Orodora, dans le Kénédougou, sa journée de solidarité et de mobilisation contre les MGF. Le collectif Djiguia a réaffirmé sa volonté de ne pas baisser les bras face au fléau que constituent les MGF. Reportage Sanoua Christine Koulibaly. Des enfants protégés, des femmes entreprenantes pour une famille équilibrée, c'est autour de cette problématique que le collectif Djiguia a sonné la mobilisation ce week-end à Tain pour sa traditionnelle journée de solidarité et de mobilisation. Mobilisation contre les mutilations génitales féminines MGF, domaine dans lequel le collectif totalise des décennies de combat avec à la clé des acquis. Cette journée est donc une occasion pour cette centaine d'associations féminines de réaffirmer son engagement à barrer la route au MGF. Nous avons commencé cette lutte dans les années 80, ici même à Tain, et depuis nous sommes résolument engagés dans la lutte contre les MGF. Nous avons engrangé des acquis certes, mais nous n'allons pas nous arrêter jusqu'à ce que cette pratique disparaisse totalement. C'est notre souhait. Dans ce combat pour l'épanouissement de l'enfant et de la femme, le collectif peut compter sur le soutien des autorités de la région. L'association Djiguia joue un grand rôle dans notre région parce qu'elle lutte contre l'excision et ça fait un certain nombre d'années on voit cette association sur le terrain. Et nous travaillons avec des associations dans le cadre du développement. Et donc nous allons soutenir l'association Djiguia dans cette lutte-là. Parce que cette lutte est très bénéfique pour les femmes. Nous voyons les ravages que font les mutilations génitales féminines. Pour marquer à sa manière le mois de l'enfant et de la famille, des sacs de céréales, de pesticides et bien d'autres lots, le tout d'une valeur d'environ 7 millions de francs CFA, ont été remis aux couches vulnérables de Tain.
C'est une plantation d'arbres sur le bosquet de la tolérance zéro au MGF qui a mis fin à cette journée de sensibilisation. C'est en différé que la journée mondiale de lutte contre la drogue a été célébrée au Burkina, à Kaya, où la cérémonie officielle s'est déroulée jeudi 27 juin. L'attention a été attirée sur la nécessité de protéger les enfants contre le fléau de la drogue. Le thème retenu était « Abus de drogue et pire forme de travail des enfants dans les mines et carrières ». Reportage Wendata Nathalie Kaori. Le Burkina Faso, qui était jadis un pays de transit de trafic de drogue, est devenu un pays de consommation de cette substance. Au cours de l'année, 17 tonnes de cannabis, 3 kg de cocaïne et 8 tonnes de médicaments de rue ont été saisis. Les plus grands consommateurs de ces drogues sont les jeunes et les conséquences de ces substances se manifestent sur la santé, la sécurité publique et le développement économique. Auprès des lycées, même à l'école primaire. Nous avons donc un problème de drogue qui touche principalement la jeunesse. La consommation de cette drogue-là, de ces médicaments-là, conduisent donc à des situations déplorables. Nous avons, si vous avez remarqué, au niveau des troubles à l'ordre public, il y a une violence de plus en plus élevée. Au niveau également de la circulation routière, vous voyez qu'il y a des problèmes. En réalité, beaucoup sont des consommateurs de drogue. Le phénomène de la drogue sévit encore plus chez les enfants qui, après avoir abandonné l'école, s'adonnent à la consommation de ce produit nocif pour mener des pires formes de travail sur les sites d'or. Les jeunes enfants sont envoyés au fond des trous. Ils sont drogués pour pouvoir travailler nuit et jour. Après, ils deviennent des loques humaines et c'est malheureusement donc la réalité sur donc, le terrain de l'orpaillage. À Kaya, les acteurs de la lutte contre la drogue ont donc interpellé parents et éducateurs sur les conséquences multiples et dangereuses de la drogue sur les enfants. Un appel a été particulièrement lancé aux jeunes afin qu'ils se départissent de tout essai de consommation de la drogue. Pour ceux qui n'ont pas touché à la drogue, nous lançons un appel à ceux qui n'y touchent pas du tout. Parce que au-delà de ce qu'on peut voir, ce qu'on peut croire, dans la rue, vous avez des drogués qui sont devenus des véritables fous, des démons. Vous en avez qui en sont décédés. Vous en avez qui sont devenus des délinquants, qui coupent les routes, qui violent, qui attaquent. C'est devenu des gens inutiles. Dans le cadre de cette journée, les lauréats des compétitions sportives et littéraires ont reçu leur prix et la célébration a pris fin avec l'incinération des drogues saisies. Les hommes de médias ont bénéficié d'un atelier de formation initié par le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité. Les journalistes ont pu s'imprégner de la nouvelle approche du département en matière de lutte contre l'insécurité au Burkina. Ce fut une occasion de faire le point de la mise en œuvre de la police de proximité. Nyarkiteda. La communication et la sensibilisation sont désormais les moyens d'approche du ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité. Et pour cette nouvelle expérience, le département s'attache des services des hommes de médias, de l'organisation de cette session de formation pour renforcer la mobilisation autour de la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. La participation communautaire est importante. On ne peut pas venir pour de l'insécurité sans les populations. Parce que c'est les populations qu'on est censé protéger, que nous avons désigné, sélectionné pour s'occuper de la sécurité. Il faut donc que la société elle-même accepte de dire, bien, nous allons voici quels sont ceux qui sont des voleurs dans notre zone, et il faut donc les mettre hors d'état de nuire. Et on peut même faire de la prévention. Cette rencontre se veut être un cadre pour définir le rôle des médias dans la lutte contre le banditisme. Elle a été également une occasion pour relever certaines difficultés d'ordre culturel et qui entament la mise en œuvre de la police de proximité, une force qui nécessite une adhésion totale des populations. Et puis ce communiqué, le secrétaire général du ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité a l'honneur d'informer les partis et formations politiques ayant obtenu des conseillers municipaux lors des élections municipales du 2 décembre 2012 et désirant prendre part aux élections des sénateurs représentant les collectivités territoriales que les candidatures aux dites élections sont reçues au siège des gouvernorats des régions du 1er au 8 juillet 2013. À cet effet, il invite leurs représentants à une rencontre d'information le lundi
lundi 1er juillet 2013 à 16h dans la salle de conférence du Sénasa. Un plan stratégique d'éducation a été élaboré pour promouvoir un système éducatif de qualité et non discriminatoire. Il est l'œuvre de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous au Burkina. À travers ce plan, la coalition entend susciter une gestion rationnelle, transparente et participative pouvant conduire à un développement humain durable. Une rencontre a permis à la coalition de présenter à ses partenaires financiers ce programme. Ramatou Zida, Jacques Lamissa Tarpaga. Faire en sorte que le budget alloué à l'éducation atteigne 20% du budget national, c'est l'objectif de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous depuis sa création. Elle a donc élaboré un plan stratégique pour la période 2013-2016, axé sur une campagne pour le financement et la promotion d'une éducation de qualité, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs de la coalition. La présente rencontre est le lieu pour les membres de la coalition, les partenaires financiers, ainsi que ceux en charge de l'éducation au Burkina Faso d'analyser ce plan d'action. Ce plan stratégique nécessite un budget de plus de 500 millions de francs CFA et ne peut être mis en œuvre qu'avec l'appui de l'État, mais aussi des partenaires techniques et financiers. Nous sommes de bonne volonté. La société civile est là pour accompagner l'État dans ses engagements, l'État dans son action. Mais nous n'avons pas forcément les moyens de cette politique, de cet accompagnement. Nous pensons aussi que si nous avons un bon document, les partenaires peuvent nous accompagner. Ce programme est le premier du genre et s'appuie sur les acquis et les défis de l'enseignement de 2009 à 2012. Sa mise en œuvre devrait permettre d'éradiquer l'analphabétisme d'ici à 2015 selon les promoteurs. L'éducation pour tous vise à développer les domaines de la protection et l'éducation de la petite enfance, l'éducation primaire universelle, la parité entre les sexes, l'alphabétisation des adultes et l'amélioration de la qualité de l'éducation dans son ensemble. Un logiciel conçu par des jeunes burkinabés et canadiens se présente comme un outil révolutionnaire. Ce logiciel informatique permet de savoir si un élève est en classe ou pas. Il permet également de suivre l'éducation des notes. Le logiciel EasySchool est destiné aux établissements, à l'administration et aux parents d'élèves. Jacques Lamissa Tarpaga. EasySchool est un logiciel qui permet à un parent d'élève de savoir si son enfant est en classe ou pas. C'est une des fonctionnalités de ce programme informatique conçu par IKIO Service, des Burkinabés vivant au Canada. EasySchool est aussi une solution pour mieux gérer les établissements d'enseignement, le flux des élèves, la discipline et bien d'autres. C'est une solution qui a été élaborée en partenariat, dans l'écoute avec différents établissements d'enseignement de la classe en Afrique, ce qui nous offre d'être au mieux proche des préoccupations de notre environnement. La solution EasySchool est déjà utilisée par une dizaine d'établissements d'enseignement scolaire au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Au cours de cette visioconférence, le promoteur de EasySchool rassure sur la fiabilité du système. Dans une démarche de social business, les concepteurs du logiciel entendent faciliter l'accès aux futurs utilisateurs. La littérature burkinabé vient de s'enrichir d'une nouvelle publication. Salamata Savadogo, ancienne ministre de la Justice, vient de publier un ouvrage intitulé « Aperçu du système africain des droits de l'homme ». En 152 pages, l'auteur décrit l'état des droits en Afrique et jette un regard critique sur les textes normatifs et les organes de promotion des droits en Afrique. La dédicace de l'ouvrage a eu lieu vendredi à Ouagadougou. Karim Patrick Namwano. 152 pages pour mettre à nu l'état des droits de l'homme en Afrique. Cet ouvrage est de Salamata Savadogo. Il fait ressortir les textes normatifs élaborés et adoptés par les différents États africains. L'analyse des organes et instruments mis en place pour promouvoir les droits de l'homme ont aussi leur place. Je me suis rendu compte au fil des conférences que j'ai pu donner qu'il y a une confusion entre les différents mécanismes. Lorsque les gens savent qu'il existe des mécanismes, ils confondent tous les mécanismes et il y a une totale méconnaissance des textes qui peuvent régir au niveau africain. Le style de l'auteur permet à quelqu'un qui n'est pas juriste de comprendre parfaitement ce qui se passe dans l'organisation de la mise en place du système de droit en Afrique. Des organes et des instruments tels que la Commission africaine des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme et la Cour de justice de la CEDEAO sont bien décrits dans Aperçu du système africain des droits de l'homme, un ouvrage didactique pour les juristes,
mais aussi pour les citoyens lambda. Il y a déjà 4 ans que les ruines de l'Européenie dans le sud-ouest ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet anniversaire a été commémoré jeudi dernier sur le site de l'Européenie sous le signe de la viabilisation des ruines. La première pierre pour la construction du centre de gestion a été posée ce jour-là. Invitation a été faite à toutes les parties prenantes à s'impliquer davantage pour faire de l'Européenie un pôle d'attraction majeur touristique. Reportage Draman Dadia. Au pas de course, direction l'Européenie. C'est un cross-relais de 50 km qui a mis aux prises 10 équipes, toutes des formations des forces de l'ordre et de sécurité, venues apporter un soutien patriotique aux ruines de l'Européenie qui mobilisent du monde ce jour pour avoir rejoint la prestigieuse liste de l'UNESCO il y a de cela 4 ans à Séville, en Espagne. Une fierté certes, mais les défis restent toujours énormes. Le plus grand défi, c'est véritablement de faire en sorte que le site puisse rester, le bien culturel lui-même puisse rester le plus longtemps possible. D'où les nombreuses interventions donc, de stabilisation, ce qui est important, et de pouvoir continuer les recherches. Parce que nous n'avons pas encore percé totalement les choses de mystère qui entourent ces ruines-là. Un mystère qui soulève toujours ces 3 interrogations. Qui sont les auteurs de ces fameuses ruines de l'Européenie? Pour quelles raisons elles ont été construites et quand? Du chemin reste encore à faire selon les différents intervenants, mais en attendant, l'heure est à la viabilisation du site avec la pose de la première pierre ce 27 juin pour la construction d'un centre de gestion de ce patrimoine mondial de l'humanité. L'État, à travers le ministère de la Culture et du Tourisme, s'engage à poursuivre au cours des 2 prochaines années l'aménagement du centre de gestion et les travaux de stabilisation du site. Tous ces investissements vise à faire du site des ruines de l'Européenie un tremplin pour le développement socio-économique et culturel du Burkina Faso en général, de la région du sud-ouest en particulier. L'objectif à terme est de faire des ruines de l'Européenie un pôle d'attraction touristique majeur au Burkina et pour cela, tous les acteurs ont été invités à devenir des agents de promotion de ces célèbres ruines, des mots consignés dans ce livre d'or. Le Festival du cinéma africain de Kouribga au Maroc s'est achevé hier par la proclamation du palmarès. Le trophée Ousmane Samben a été décerné à un film tunisien qui parle du conflit israélo-arabe. Le prix spécial du jury est revenu à la Tanzanie. Le Sénégal, le Maroc et le Mozambique se sont partagés les 7 autres prix du festival. Reportage Salinana Issaka Fando. Dans une ambiance festive et décontractée, réalisateurs, acteurs et grands noms du cinéma africain se sont donné rendez-vous au complexe culturel de la capitale du phosphate pour la remise des 8 prix décernés par le jury de la 16e édition du Festival du cinéma africain de Kouribga. Ainsi, le Grand Prix Samben Ousmane d'une valeur de 100 000 dirhams marocains, soit près de 6 millions de francs CFA, est allé au film tunisien au royaume des fourmis qui traite de la guerre entre la Palestine et l'Israël. Zamora de la Tanzanie remporte le prix spécial du jury du festival de Kouribga. Le prix de la meilleure réalisation est allé à la pirogue du Sénégalais Moussa Touré, celui-là même qui a remporté les talons de bronze avec le même film à la dernière édition du FESPACO. L'Égyptien Karim El Adel lui repart avec le prix du meilleur scénario. L'actrice principale du film marocain Malak, celle qui a su incarner la jeune fille de 17 ans qui se retrouve enceinte et délaissée par son entourage, remporte le prix du premier rôle féminin. Quant au second rôle féminin, c'est l'actrice du film mozambicain Virgin Margarita qui décroche le prix. Le premier et le second rôle masculin sont attribués aux comédiens égyptiens et sénégalais. Le jury de la 16e édition du Festival du cinéma africain de Kouribga a fait une mention spéciale aux films togolais et malgaches. Moi Zafira de Apolline Traoré reçoit un prix symbolique du jury spécial Don Quichotte. Au total, 17 œuvres cinématographiques étaient en compétition à l'édition 2013 du Festival du cinéma africain de Kouribga. L'art et la création sont le reflet de la vie. C'est ainsi qu'au cours de cette soirée de clôture, un hommage a été rendu au scénariste, réalisateur et au producteur marocain Hassan Benjeloun.
Si je les tuais tous, madame, du dramaturge Aristide Tarnarda était hier sur les planches à Ouagadougou. C'est une pièce qui jette un regard critique sur un pays à la croisée des chemins. 4 acteurs, dont David de Faso Komba et Bonzo, ont tenu des rôles. Reportage Évariste Kombari. Ça doit être terrible. Nous sommes sur la scène de la petite académie à Gunga. À l'affiche, la pièce de théâtre « Si je les tuais tous, madame ». Cette représentation théâtrale s'inscrit dans le cadre de la saison théâtrale du cartel. Elle a commencé à prendre des kilos et à vomir n'importe comment. C'est tout d'abord de faire connaître l'importance du théâtre et l'importance du théâtre au Burkina Faso, de valoriser l'art de la scène et en même temps de permettre aux gens de se distraire un peu. Si je les tuais tous, madame, est une pièce écrite et mise en scène par Aristide Tarnarda. La pièce qui jette un regard sur l'immigration, le chômage, sur les choix politiques de nos différents pays, est le pendant des larmes du ciel. C'est un regard sur un pays à la croisée des chemins. Et donc, moi, j'ai voulu juste, en tant qu'auteur, partager un certain nombre de questionnements, de fouillis comme ça qui m'habitent, et donc le transposer sur la scène, le faire porter par d'autres acteurs et pour le partager avec le public. 5 acteurs, dont 3 musiciens bien connus du public, que sont Malcolm et David de Faso Komba et Bonsa, sont sur scène. Il faut dire que le metteur en scène s'appuie sur la musique pour passer son message. Un choix artistique et un jeu d'acteur voulu par Aristide Tarnarda. Si je les tuais tous, madame, est la 5e et dernière diffusion théâtrale de la saison théâtrale du cartel. Une saison qui, selon les initiateurs, commence à mobiliser un grand monde autour du théâtre. Autour du théâtre. Le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI a procédé aujourd'hui au renouvellement de son bureau provincial du Kadiogo. Le nouveau bureau est dirigé désormais par Kadre Savadogo. Au cours de cette cérémonie, un débat interactif sur la manière de réussir le carême musulman qui arrive bientôt a été mené. Abdoul Rasmane Zongo. Le CERFI, Cercle d'études et de recherche en formation islamique, a installé ce matin son bureau provincial du Kadiogo. C'est une équipe entrante de 12 membres pour un mandat de 2 ans. Nous comptons poursuivre les grandes activités qui sont un peu une tradition au CERFI, à savoir les grandes conférences, les dîners-débats, la nuit du destin, la journée de la famille, autant de grandes activités effectivement que nous allons poursuivre pour les 2 années à venir. Le deuxième axe, nous allons nous atteler à installer les bureaux communaux. En marge du cérémonial, une conférence de presse a été animée sur comment réussir le jeûne du mois de Ramadan qui s'annonce dans quelques jours. Donc il faudra lire beaucoup le Coran parce que le mois de Ramadan est le mois au cours duquel le Coran a été révélé. Il faudra faire beaucoup d'invocations, de zikr, se souvenir du Seigneur, le remercier pour tous ses bienfaits qu'il nous a attribués. Il faudrait également faire un repenti parce que nous sommes des êtres humains, nous trébuchons souvent. C'est un mois donc de retour au Seigneur. Il faudra également avoir des gestes de solidarité. C'est un mois de solidarité. Il faudrait donner aux autres ce que Allah nous a donné. Sois bon à l'égard des autres comme Dieu a été bon à ton égard, comme le dit le Coran. C'est également un mois de rapprochement avec la communauté humaine, parce que le sens du jeûne, c'est de faire jeûner tous les sens de l'organisme, le regard jeûne, les mains jeûnent, les pieds jeûnent, le cœur jeûne, le corps entier jeûne, pour que nous puissions mieux adorer Dieu. Le CERFI a entre autres pour mission de contribuer à la consolidation de la religion musulmane
d'enseigner et de partager les vertus de la paix, de la solidarité, de la fraternité et de la cohésion sociale. Regrouper les fidèles catholiques autour d'un événement festif, initiative d'un responsable de la paroisse de la Padoie à Ouagadougou. Une journée pour célébrer la fête de Notre-Dame des Apôtres a été organisée le 23 juin. Dégustation de mets et boissons locales et exposition d'objets de piété ont été les temps forts de cette manifestation. Karim Patrick Namano. Les fidèles catholiques chantent et dansent à l'honneur de Notre-Dame des Apôtres. Nous sommes à la paroisse de la Padoie et c'est dimanche. Au-delà de l'ambiance festive, cette journée est aussi consacrée au raffermissement de la foi. La particularité de cette fête, c'est qu'elle est placée sous le signe de la foi. Nous avons été invités par le pape Benoît XVI à vivre une année de la foi. Et donc nous avons placé cette fête sous cet élan et mobiliser les gens pour cette fête, pour cette foi-là. La vente de mets, de boissons locales et d'objets de piété constitue le temps fort de cet événement festif. Mais aujourd'hui, frères et sœurs en Christ célèbrent aussi le 14e anniversaire de la création de leur paroisse. Pour moi, c'était une opportunité aussi pour cette communauté dynamique et les remercier pour leur engagement, non seulement au niveau de la paroisse des CCB, mais au niveau du diocèse et même de l'Église universelle. Au mois d'octobre dernier, la paroisse s'est montrée très généreuse et nous avons pu collecter une somme consistante, 8 millions, envoyés au Saint-Père pour la mission universelle de l'Église. C'est après la dégustation de mets et de boissons locales que les fidèles catholiques repartent chez eux une fois de plus, nourris de la foi en Christ. Désormais, ils sont investis de la mission de maintenir ardent la flamme de cette foi. C'est la fin de cette édition. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont épaulé tout au long de cette semaine. Merci à vous de votre aimable attention. Excellente soirée à tous et à toutes.